Et donc, bonsoir. J'espère que vous portez tous bien et que la semaine s'est bien déroulée. Aujourd'hui, on fera notre dernière séance de cours et donc on va un peu aborder euh, tout ce qui fait un projet d'IA ou de data science. Parce qu'il ne s'agit pas juste de développer des modèles dans un notebook, mais ça va au-delà de cela. Et on va finir par quelques applications où on va essayer de développer quelques modèles, tant des modèles de régression, de classification, de clustering, et aussi, si le temps le permet, de voir comment construire quelques modèles de deep learning assez rapidement. Donc, ce sera ça. Euh, J'espère qu'il y ait, bon, là, je pense que nous sommes à 18. Donc, c'est déjà suffisant pour que je puisse débuter. Et si je me permets aussi de prendre un peu de temps au début, généralement, comme ça, c'est parce que la séance de base est prévue pour 1h30, mais bon, on part un peu au-delà. Et en accusant un peu on a accusé un peu de retard au début, ça permettait d'avoir plus d'audience et un peu d'aller un peu plus tard. OK. Donc, déjà, euh, déjà tous les projets auxquels vous serez confrontés ne vont pas impérativement se prêter à de l'automatisation ou bien euh, au développement de modèles prédictifs. Donc, euh, il y a généralement une pipeline qui est suivie quand on est en train de vouloir développer un projet IA. Donc, généralement, le cycle de vie, de manière simplifiée, il, voilà, il se démarque en plusieurs étapes. Euh, Dans un premier temps, définir le problème. Le problème, il est crucial. Un problème, lorsque le problème est mal posé, vous allez impérativement aboutir à une solution qui ne va pas pouvoir répondre à la problématique que vous êtes en train de vouloir traiter. Ou encore si c'est un projet de conception d'un modèle qui va répondre à une problématique en entreprise, en fait, vous allez en fin de compte, euh, vous ne serez pas en mesure d'atteindre les objectifs, en fait. Et donc, vous ne pourrez pas soit améliorer le chiffre d'affaires, en fait, ou retenir la clientèle, en fait, en fonction de l'objectif que vous avez défini au départ, en fait. Donc, généralement, c'est que dans tout domaine, il faut toujours commencer par le problème, en fait. Quel problème est-ce que j'essaie de résoudre? Et peut-il être formulé comme un problème de décision basé sur des données? Donc, lorsque vous arrivez à formuler ce problème et que vous jugez que, ouais, il y a une alternative et que le meilleur processus, en fait, pour pouvoir répondre à cette problématique, c'est aller vers la conception d'un modèle prédictif, en fait. Donc, la prochaine étape, c'est de voir maintenant, c'est quoi la donnée dont vous aurez besoin, en fait, pour pouvoir atteindre l'objectif et répondre à la question que vous avez posée, en fait. Donc, là, ça peut être, en fait, une donnée disponible au sein de l'entreprise et donc ça vous aide à facilement aller. Au soit, et maintenant, vous devez mettre en place l'infrastructure, en fait, nécessaire pour pouvoir recueillir cette donnée-là, en fait, donc construire des data warehouses, des data lakes, en fait, pour pouvoir stocker cette donnée qui sera ensuite exploitée. Donc, après avoir collecté la donnée, en fait, il y a l'étape d'entraînement. Mais avant cette étape, il y a une étape qui est primordiale dans tout projet ML, en fait, et qui, la majeure partie du temps, prend 110 à 80% du temps de travail. Donc, vous devez comprendre que ça n'est même pas développer, bien définir l'architecture du modèle que vous voulez entraîner, en fait, qui prend tout le temps, ou bien la majeure partie du temps, mais c'est principalement l'étape de traitement de la donnée, en fait. Donc, en fonction de la nature de la donnée que vous aurez, il y aura ces exigences. En fonction de l'objectif que vous aurez aussi, il y aura aussi des exigences en termes de pré-traitement que vous devez effectuer à votre donnée.
Donc, après l'étape de pré-traitement, en fait, vous allez entraîner votre modèle. Donc, du moment où votre modèle est entraîné, vous devez vous assurer maintenant que le modèle, il répond en fait aux objectifs que vous êtes en train de fixer. Donc là, vous allez passer à l'étape d'évaluation. Donc, vous allez évaluer votre modèle selon les métriques en fait que vous avez définies qui vous permettent d'évaluer. Mais en entreprise, ce n'est pas que les métriques de performance standard que vous allez exploiter en fait. Ce n'est pas que, par exemple, si on est dans le cadre des modèles d'un problème de classification, ce n'est pas que le accuracy, le recall, la précision, le F-score, bien, la réussite que vous allez évaluer en fait. Il y a parfois des métriques métiers en fait que genre l'entreprise va vouloir viser en fait. Donc, la question sera aussi de voir en fait, c'est quoi en fait le rapport en termes de valeur ajoutée de votre modèle en fait. Si l'entreprise faisait un certain chiffre d'affaires en fait, est-ce que lorsqu'on a introduit le modèle en fait, est-ce que le modèle nous a permis d'avoir des gains en termes de chiffre d'affaires en fait, ces éléments. Donc, le modèle, certes, vous allez le développer et vous allez évaluer de manière hard sur les métriques usuelles, mais en entreprise ou en contexte réel, il y a d'autres métriques que vous devez concilier en fait avec les performances de votre modèle pour vraiment voir si c'est utile ou si ce n'est pas utile. Est-ce que ça vaut le coup de déployer un modèle ou pas? Donc, la différence entre un projet de machine learning et un projet DevOps ou un projet de software euh, général, c'est que, genre, en IA, on parle de continuous integration and continuous deployment. Donc, je m'explique. Typiquement, quand vous êtes en train de faire du développement de logiciels ou de software, ce qui se fait, c'est que vous avez quoi? Vous avez une routine qui est très statique. Donc, vous définissez les tests, les projets, les fonctionnalités de votre application et vous les définissez, Donc, et vous déployez et vous développez en fait les fonctionnalités une à une. Et après, vous avez votre projet qui est conçu et vous déployez votre application. Il est standard. Mais quand vous venez maintenant en machine learning ou en IA, en fait, le contexte change en fait. Parce que vous développez un modèle qui dépend de la donnée. Or, généralement, il y a plusieurs problèmes qui peuvent survenir, en fait. Il y a le problème d'état drift ou de concept drift, en fait, où avec le temps, en fait, il y a de nouvelles phénomènes qui apparaissent, en fait, dans le jeu de données, en fait. Donc, la distribution que les nouvelles données sur lesquelles votre modèle sera déployé en contexte réel sera testé ne sera pas forcément similaire à l'échantillon de données sur laquelle vous avez entraîné votre modèle à un instant T donné. Donc, si vous maintenez en fait, genre, un modèle de machine learning standard que vous avez, par exemple, développé en 2025, et vous ne changez pas ce modèle, vous ne le mettez pas à jour, et vous, peut-être en 2026 déjà, ou peut-être 3 mois après, ce modèle sera obsolète parce que les performances vont commencer par baisser. Parce qu'il y a des changements dans les données ou dans les caractéristiques, en fait. Donc, ce qui fait que, genre, en IA, et contrairement à la routine en software ou en DevOps standard, en fait, il y a ce qu'on appelle, vous allez de manière continue, en fait, faire du monitoring en fait, de votre modèle. Et lorsque vous commencez par remarquer qu'il y a un déclin de performance, vous allez faire quoi? Continuer à intégrer, à entraîner en fait. Donc, intégrer la nouvelle échantillon de données collectées en fait au cours de la phase de déploiement du modèle et mettre à jour les paramètres du modèle en fait pour que genre, les performances soient toujours bonnes dans le temps en fait. Donc, ça veut dire que genre, il y a un plus en fait qui est requis en fait quand vous êtes en train de déployer un modèle en fait comparé au contexte standard de DevOps ou de développement de logiciels. Donc, quand vous prenez en fait globalement la pipeline, c'est déjà ça. Si, que vous soyez en recherche ou en entreprise, en fait, c'est ça. Comprendre déjà le business, en fait, donc le problème que genre, l'entreprise veut résoudre, en fait, déjà, bien la spécifier, parfois définir un planning en fait en termes de travail et aussi penser à l'architecture du modèle. Ça, c'est primordial. En milieu universitaire, en milieu de la recherche, c'est toujours similaire en fait. Identifier le problème que vous voulez résoudre, en fait, bien réfléchir en fait à la manière dont elle sera spécifiée et en fait au type d'architecture qui va correspondre en fait à la résolution du problème en fait. Donc, nettoyer, explorer, augmenter la donnée si c'est nécessaire en fait, et genre labelliser plus de données si cela est requis. Mais cette étape peut être en fait un temps ça peut euh, dans certains projets ça peut être sauté en fait ou éviter parce que genre, il y a
plusieurs modes d'entraînement de modèles, en fait. Parfois, genre, vous pouvez aller choisir, aller dans un régime où vous n'aurez pas besoin de trop reposer sur les étiquettes de données, en fait. Donc, aller dans un contexte self-supervisé ou encore faire du semi-supervised learning, en fait, ou de l'active learning, pour pouvoir faire quoi? Avec peu d'étiquettes de données, en fait, pouvoir entraîner votre modèle et vous baser sur ce modèle-là pour automatiser, en fait, la sélection d'échantillons de tests à étiqueter pour pouvoir améliorer les performances du modèle de manière continue. Donc, la phase de déploiement qui consiste quoi? Le modeling, entraînement sur l'échantillon, sur la donnée que vous avez, la validation et genre, voilà, le chemin industriel. Donc, comment en fait pouvoir intégrer le modèle en fait dans le contexte de départ en fait et voir comment il est utile pour résoudre aux problèmes en fait en analysant ainsi la valeur ajoutée en termes de métier et business en fait. Integrate, test, deploy, operate et faire du monitoring. Donc, typiquement, c'est ça, en fait, c'est comme ça que le projet IA, il est monté. Toujours partir du problème, bien définir le problème, voir, en fait, les coûts, voir la faisabilité, en fait. Et lorsque la faisabilité est validée et que le coût du projet n'est pas très énorme, en fait, et qu'il y a une chance que cela réussisse, donc vous pouvez vous embarquer, en fait, dans le cycle de développement d'un modèle IA, en fait, ou d'un produit IA. Si typiquement, tout le monde n'est pas développeur, c'est un des backgrounds qui les éloigne vraiment du code, en fait. Donc, vous avez la possibilité de développer des modèles d'IA sans écrire une seule ligne de code. Juste collecter la donnée, en fait, savoir, en fait, comment vous devez structurer, en fait, la donnée que vous allez pouvoir répondre à votre problématique. Et il y a des outils comme Google Teachable Machine Learning, Machine, Apple Create ML, Google AutoML, Landing AI, Amazon SageMaker. Donc, tout ça, c'est des plateformes à service voilà, sur le web, en fait, que vous pouvez utiliser directement et entraîner vos modèles. Donc, qu'est-ce que se fait, en fait, c'est que vous allez juste uploader vos données sur cette plateforme, choisir, en fait, le type de problème que vous êtes en train de résoudre, si c'est classification, régression. Après, voir le type de modèle que vous voulez utiliser, en fait, choisir votre modèle. Donc, que du clic, en fait. Donc, c'est pourquoi il faut avoir cette connaissance théorique qu'il faut déjà pour comprendre, en fait, ce qui est adapté pour le problème que je suis en train de vouloir résoudre. Il faut pouvoir choisir les choses. Donc, et vous paramétrez juste et après vous lancez de manière automatique l'entraînement sur la plateforme. Et la plateforme vous fait quoi? Vous entraîne votre modèle. Après, vous met à votre disposition, en fait, quoi? Un endpoint que vous pouvez facilement déployer maintenant dans une application, en fait, et tout, et interagir en même temps, et interroger, en fait, le modèle via API après. Donc, et ça, maintenant, pour ceux qui sont beaucoup plus orientés vers du code, vers du dev, en fait, le langage utilisé par le langage de prédilection, en fait, quand il s'agit de faire du machine learning, c'est Python. Mais vous n'êtes pas limité à Python. Vous pouvez aussi faire du machine learning dans R, en fait. Il y a aussi la majeure partie des librairies Python qui sont là, ont leur équivalent dans R, en fait. Donc, vous pouvez aussi le faire dans R. Et en Python, les bibliothèques clés qui sont utilisées, vous avez Scikit-learn, quand vous voulez faire du machine learning classique. Donc, quand vous voulez tourner, en fait, regression, decision tree, random forest, boosting, SVM, question process, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de modèles de machine learning classiques. Donc, il y a aussi TensorFlow et PyTorch qui sont les librairies qui sont utilisées quand vous voulez faire du deep learning, en fait, typiquement. Donc, généralement, on dit, euh, genre, en fonction de la tâche que vous êtes en train de vouloir effectuer, en fait, c'est pas toujours nécessaire d'aller vers du deep learning. En fait, vous avez des algos très complexes qui se reposent sur des réseaux de neurones. Donc, vous progressez de manière itérative en faisant quoi? En testant des algos de machine learning simples. Si ça marche, tant mieux, en fait, parce que c'est beaucoup plus parcimonieux, moins complexe en fait et plus interprétable que les modèles de deep learning en fait. Donc, partie d'une modélisation à base des modèles de machine learning classique, quand ça ne marche pas, allez vers les réseaux de neurones. Est-ce que vous devez aussi avoir à l'esprit, c'est que en industrie ou dans une boîte en fait, quand vous allez développer un modèle en fait, si votre modèle est black box en fait, ça peut rencontrer beaucoup de rigidité en termes d'adoption en fait. Parce que vous devez pouvoir
parfois développer des modèles qui sont transparents, ou on peut partir de A plus B, comprendre le processus de décision que le modèle a suivi. Ce qui n'est pas toujours le cas quand vous êtes en train de développer des modèles de deep learning, en fait. Donc, il y a ces contraintes à apprendre à intégrer. Et dans certaines situations, vous aurez beaucoup plus de contraintes, en fait, quant à la manière dont vous allez développer votre modèle de machine learning ou de deep learning, en fait. Mais néanmoins, même si votre modèle est black box, il y a des méthodologies, en fait, que vous pouvez toujours utiliser pour essayer d'expliquer, en fait, les prédictions du modèle en utilisant, en fait, genre, des méthodologies, en fait, agnostiques, en fait, ou encore des techniques comme SHARP, LIM, qui vous permettent de, voilà, un peu simuler, en fait, le processus de décision que le modèle a suivi pour euh, aboutir à la prédiction qu'elle a effectuée. Très bien. Donc, en termes de feuille de route pour continuer l'apprentissage, ici, on vous a en fait introduit au domaine. C'est vrai que je suis allé en profondeur par rapport à beaucoup de choses. Vous avez techniquement, en fait, une connaissance assez, euh, je dis large, en fait, des différentes dimensions, en fait, de la thématique, en fait, de tout ce que vous pouvez faire en fait, en termes de machine learning, euh, tant sur le volet technique, en fait, ou en termes d'application. En fait, vous pouvez aller plus loin et en fait développer votre expertise si vous le voulez, en fait, avec d'autres plateformes. Il y a la plateforme, il y a Coursera, en fait, avec les cours d'Andrew Ng, en fait, sur des spécialisations en machine learning, en deep learning, en IA en fait, ou encore en Generative AI. Il y a sur ADS aussi, Fast AI ou encore Open Classroom, en fait, pour ceux qui sont orientés typiquement vers des cours en français, en fait, et qui ne s'en sortent pas super bien quand c'est en anglais. Donc, vous avez aussi des communautés, en fait, comme Kaggle, où vous pouvez aller pratiquer, en fait. Il y a aussi des cours, mais il y a également des compétitions auxquelles vous pouvez participer pour pratiquer, prendre en main, en fait, dans les notions de machine learning, en fait. Et vous avez Hugging Face, en fait, qui est un grand repository, en fait, où vous avez des modèles déjà pré-entraînés. Bon, typiquement, ce sont des modèles qui reposent sur les Transformers, mais vous aurez accès à beaucoup de modèles déjà pré-entraînés pour différentes tâches orientées vers divers domaines, en fait. Donc, il suffit de bien chercher. Mais également, sur Hugging Face, il y a des cours, en fait, que vous pouvez suivre pour pouvoir également euh, progresser, en fait. Mais en dehors de cela, il y a aussi euh, les newsletters que vous pouvez également suivre et des blogs de recherche de Google AI, Meta AI en fait, ou encore OpenAI et tout, qui vous permettent de faire une veille informationnelle sur les avancées en fait sur la thématique et de ne pas être dépassé en fait, parce que c'est un champ qui évolue très vite, très très vite donc, et il faut beaucoup s'informer pour être à jour. Super. Donc, typiquement, c'était un peu ça. Donc, on va passer à la phase d'application. Donc déjà, avant ça, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mhm. Ouais, tu peux poser ta question, Catherine. Ouais, je- tu peux poser ta question. Vous me suivez? Ouais, ouais, on t'entend. On Je, reçoit pas. je- je demande si vous pouvez nous répéter la plateforme dont vous avez dit on peut uploader nos données là-bas et puis sélectionner les modèles et les entraîner. Vous étiez rapide dans la présentation. Ah, ok, ok. Donc, je représente ma présentation rapidement pour que vous puissiez reprendre. Donc, il y a Google Teachable Machine, en fait, typiquement.
On peut appeler, ici c'est CreateML, donc je me suis trompé là. Create, c'est pas Great, c'est CreateML, Google AutoML, LinkedIn AI, encore Amazon SageMaker. Donc, ça dépend des plateformes locaux, en fait. Tu uploads ta donnée, tu sélectionnes en fait ta qui tu es en train, tu es en train. Il y a Hmm, aussi après des librairies en fait Python que tu peux utiliser pour faire du AutoML en fait, typiquement Automatic Machine Learning, sans avoir à trop faire la recherche d'hyperparamètres par toi-même. Tu vois, tu spécifies ton modèle après, ou encore la librairie même se charge de tester en fait l'ensemble des modèles qui existent en fait et trouve celui qui est plus adapté. Et après, maintenant, toi, tu peux faire plus d'ingénierie sur ce modèle, en fait. d'accord. Merci. Ok, donc, Hmm. donc, total mon écran. Ok, ok. Hmm. Donc, typiquement, il y a, hmm, généralement, il y a des modules, en fait, d'application que j'avais déjà préparé encore au départ, qui portent sur, en fait, différentes dimensions, en fait. Je ne sais pas si on pourra vraiment tous les parcourir, mais on va essayer d'avancer, en fait, au maximum. Enfin, principalement, je ne sais pas s'il y a nécessaire non, de voir celui de l'exploration de données. On voit la comparaison. Ouais, classification aussi. Classement. Super. Donc, typiquement, Google Colab, généralement, c'est une plateforme en fait, de Google en fait, sur laquelle vous pouvez directement vous rendre et entraîner vos modèles de machine learning en fait. En fait, mais typiquement, en écrivant du code sur soit Python ou soit sur R en fait. Donc, on va voir ici. Ils sont nécessaires de parcourir. C'est basé de Python. Nécessaire. Une masse de modélisation. Expérience. Ok. Fait que en machine learning, la phase qui généralement prend beaucoup plus de temps, c'est la phase d'exploration de données en fait et de pré-traitement en fait. Donc, en fonction de la donnée que vous aurez en fait, vous allez parfois rencontrer euh,
certains problèmes, en fait, ou certaines sources de biais, en fait, qui sont présentes dans la donnée, en fait. Donc, soit c'est que, genre, de façon basique, l'une des premières choses que vous allez rencontrer quand vous êtes en train de manipuler des données, si c'est tabulaire, en fait, est le fait que, par exemple, l'amplitude des variables que vous avez dans votre base de données n'est pas identique, en fait. Donc là, parfois, il faut faire de la normalisation, en fait, où vous allez voir la présence de valeurs manquantes que vous devez aussi analyser. Et dans ces conditions, c'est soit faire de l'imputation à travers des méthodes précises, ou soit faire de la suppression de valeurs manquantes, en fait. Donc, généralement, on va vous recommander de faire de l'imputation lorsque le nombre de valeurs manquantes n'est pas peut-être euh, trop, en fait, sur le truc, ou encore que genre, vous maîtrisez assez bien, en fait, la distribution que votre donnée est en train de suivre. Et vous savez aussi quel type de valeur manquante dont il s'agit, en fait. Donc, ça peut vous permettre de savoir, en fait, quel type de traitement, en fait. Donc, soit vous allez passer à de la suppression typiquement, ou l'autre chose en termes de traitement, c'est aussi analyser en fait et voir s'il n'y a pas des outliers en fait. Si vous en trouvez, vous allez en supprimer. Donc, il y a beaucoup de choses beaucoup de possibilités en fait que vous pouvez adopter. Parfois, c'est aussi l'analyse en fait de la corrélation pour voir s'il n'y a pas de la multipolarité. S'il y en a, c'est que vous supprimez des variables qui sont très corrélées entre elles en fait, qui vous permet d'avoir un modèle qui est plus parcimonieux en fait, avec moins de paramètres en fait. Donc, typiquement, dans ce premier notebook en fait, il y a un peu d'exposition en fait à NumPy. En fait, NumPy, c'est une librairie Python en fait qui est généralement utilisée euh, pour pouvoir manipuler en fait les matrices et effectuer des opérations sur les structures de données qu'on qualifie généralement de array en fait quand vous êtes en train de travailler sur Python en fait. Donc vous avez aussi Panda qui est utilisé lorsque vous êtes en train de vouloir euh, manipuler des tables de données en fait, des data frames. Voilà. Mhm. Donc, ça c'est juste des opérations élémentaires en fait, soit euh, appliquer un facteur en fait de multiplication à la donnée en fait et à, à chaque élément. Mhm. Donc, vous verrez ici, typiquement, vous avez un format liste pour la donnée data. Typiquement, ça a été créé sous format liste avec crochet. Et vous avez aussi le volet NP-array qui a été converti en format NumPy à ND-array ici. Donc, ça agit un peu sur la structure de la donnée. Toujours créer genre, un élément en une dimension. Ici, c'est une matrice en 2D parce qu'il y a deux variables. De ça. Donc, typiquement, ce notebook ici, c'est vraiment pour faire de l'exploration. Ça, c'est pas un coup d'initiation à Python, donc je vais pas forcément, ça, on va perdre beaucoup de temps si on doit dire qu'on va explorer ce notebook, en fait. Mais si je peux le partager avec vous, en fait, ça va vous initier, ça va vous permettre vraiment de, d'explorer, en fait, déjà les opérations élémentaires et genre les pré-traitements basiques que vous pouvez faire, en fait, quand vous avez euh, de la donnée, en fait, avant de passer à l'étape de modélisation, en fait. Donc, ici, comment charger une base de données, en fait, c'est typiquement sur ce code-là. Donc, je vais faire un nom. Donc, typiquement, connecter. Bref, pour pouvoir voir ça m'a donné. C'est encore un va monter. Voilà. Ça me donne accès à mon environnement Drive. Et donc, je peux juste aller choisir mon fichier, mon document. Donc, dès que je suis ici,
Donc, je peux juste commencer le dossier rapidement. Donc, pourquoi? Parce que genre, j'ai le dossier contenant les données que voilà qu'on va explorer tout au long de ce notebook-là ici. Donc, je dois forcément aller en fait dans l'emplacement avant de pouvoir, pour pouvoir directement charger la donnée. Bon, je vais pas importer la librairie bientôt, bien sûr. Allons-y. Bon, on peut toujours importer à n'importe quel endroit. C'est importé ici. Mhm. Donc, on va enregistrer. Donc, du moment où genre, vous importez votre librairie, donc vous pouvez charger vos données en fait. Donc, chez vous, ça peut ne pas être dans un dossier ou ça peut directement être uploadé sur Colab pour pouvoir faire le traitement. Donc, vous avez importé vos données, vous pouvez analyser en fait la présence de valeurs manquantes ou pas en fait. Donc, typiquement, vous aurez des false et des true. Là où il y a des valeurs manquantes, vous pouvez voir le nombre de valeurs manquantes. Typiquement, pour la variable study error, il y en a une. Pour grade, il y en a deux, il y en a deux. Après, vous pouvez voir en fait les individus pour lesquels il y a des valeurs manquantes. Après, le traitement en fait. Typiquement ici, c'est filet en fait. Le student, OK. Study error. Comme pour la première variable, en fait, vous verrez qu'il n'y a plus de valeur manquante pour la première variable. Parce qu'on a juste choisi, en fait, cette variable pour faire l'imputation, en fait, des valeurs manquantes. Après, pour l'autre, on peut aussi faire quoi? Choisir de faire la suppression. En fait, donc, vous verrez que, en fonction de la deuxième variable, il y a eu la suppression des valeurs manquantes. Donc, il n'y en a plus. Vous pouvez, voilà, calculer des paramètres standards, en fait, et tout. Voilà, certaines personnes qui remplacent, qui respectent certaines conditions, en fait, notamment ceux qui ont une valeur supérieure à la valeur moyenne pour la variable study error. Donc, typiquement, il y a beaucoup d'analyses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi catégoriser, en fait, et créer de nouvelles variables, en fait. Par exemple, qui est créé en fonction du grade, si c'est supérieur à 60, qui vous permet de créer une variable binaire et donc décider de faire du machine learning en utilisant cette variable-là, typiquement. Donc, je peux rapidement exécuter. Le notebook, il est aussi commenté, donc après, ça peut vous permettre de reproduire, de suivre, de mieux comprendre en fait ce dont il s'agit, step by step, enfin du critère qui a été imposé pour filtrer. Donc, ça me dit, ça peut tout chercher pour le moment. Convert subset column, et le total now, mon élément. OK, on peut y revenir. Voici. OK. Bon. Après, il y a aussi Matplotlib qui sert à faire de la visualisation. Donc, c'est une librairie qui est typiquement utilisée pour faire de la visualisation. Donc, vous pouvez jouer avec et définir plusieurs graphiques en fonction de ce que vous voulez. Voilà, plusieurs graphiques comme vous voulez. Donc, tout ça, c'est des choses que vous ferez durant la phase exploratoire de votre donnée, en fait, pour mieux comprendre la distribution, comment la donnée se comporte euh, globalement.
Ça, lorsque c'est une variable quantitative et tout, et voilà, beaucoup de possibilités de l'analyse. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'avec le notebook, vous allez pouvoir explorer beaucoup de choses. Donc, on va pas perdre le temps là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont pointues dans tout cas. Très bien. Donc, à ce niveau, il s'agit de la normalisation des données qui est nécessaire quand vous voulez faire du machine learning pour pouvoir mettre toutes les données en fait sur la même échelle et pour faciliter l'état de modélisation sans surestimer ou sous-estimer l'effet d'une variable donnée en fait dans le modèle que vous êtes en train de construire. Voilà, donc après, ça c'est l'exploratoire et tout. Je sais pas si on a fait tout ça dans le... Bon, laisse-moi vite tourner pour qu'on aille là-bas. Elles sont elles sont ici. Voilà. Plusieurs moyens de visualiser la même chose. Mhm. Quantité, on va donner. Tout ça, c'est des choses qu'on fait durant la phase exploratoire. Ça va permettre de mieux comprendre. Et là, vous avez dit juste diverses visualisations pour pouvoir voir vos données. Donc, si vous vous souvenez, par exemple, euh, quand on faisait le cours, on a parlé de la méthode de Z-score qui était parfois utilisée pour faire de la détection de données, euh, d'anomalies en fait, ou de d'outliers. Donc, typiquement, si vous voulez l'utiliser, par exemple, vous pouvez supprimer toutes les observations de cette variable-là qui ont des valeurs supérieures à 3 STD. Donc, c'est ça qui est là. Donc, que vous pouvez considérer comme anomalie, en fait. Donc, ça vous permet de garder près de 97% de la donnée, en fait. En fin de compte. Donc, le Describe, lui, vous permet d'avoir les statistiques descriptives genre, par rapport à la continue. Donc, typiquement, il y a la passe. Vous pouvez aussi aller jusqu'à voir, en fait, si il y a une différence en termes de dissolution, en termes de temps d'apprentissage, enfin, de ceux qui passent et de ceux qui échouent, qui est net. On va voir aussi. Study errors par enfin grade. Donc ici, la normalisation de la donnée en utilisant le min-max normalization. Et vous voyez directement l'impact que ça peut avoir en fait sur la donnée. En fait, vous voyez ce graphique et le graphique précédent en fait. Donc ça vous donne directement une idée en fait de l'impact que la normalisation de données peut avoir en fait sur la qualité de votre modélisation. Mhm. Alors, la corrélation entre le grade et le temps d'étude en fait. Après, ça va normaliser la donnée. Je sais pas si ça a été calculé avant. Mhm. Après, c'est voir le scatter plot qui vous permet d'avoir une idée du nuage de points. Voilà. Donc, je ne sais pas. Typiquement, quand vous observez ce nuage de points, en fait, genre, pour vous, en fait, quel type d'approximation pourrait correspondre, en fait, à cette donnée, en fait? Si vous souvenez, durant le deuxième cours, on appelle de biais inductif, en fait, et de préjugés par rapport à la forme d'ajustement qui sera adaptée pour
la donnée que vous êtes en train d'exploiter, en fait. Donc, si quelqu'un veut bien ouvrir son micro et peut-être se prononcer par rapport au nuage de points qu'il observe là et se justifier. Vous me recevez? Oui, oui, moi je te reçois. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut bien se prononcer par rapport au type d'ajustement, en fait, la forme, en fait, du modèle qui pourrait être adapté, en fait, si on est en train de dealer avec un truc qui a cette forme, en fait. Bon, personne ne veut se prononcer. Donc, typiquement, je ne vais pas aussi me prononcer là-dessus. Donc, si typiquement, ça, c'est stats. Euh, c'est une librairie que vous pouvez utiliser rapidement pour voir si fait de la manipulation et estimer des modèles de régression, en fait. Donc, typiquement, c'est en fait, c'est comme si vous étiez en train d'estimer. C'est une librairie qui est généralement utilisée pour faire euh, ça, c'est stat SciPy, en fait. C'est différent de stat modèle. Par contre, stat modèle est utilisé pour faire typiquement de l'économétrie sous Python. Mais SciPy, c'est juste pour faire de l'ajustement, en fait, en faisant des formes, en fait. Une SciPy, c'est une librairie qui est utilisée pour faire du calcul scientifique. Donc, typiquement, vous avez voilà, un ajustement en fait qui est proposé par SciPy pour pouvoir minimiser. Donc là, c'est tout en minimisant en fait l'erreur en fait. Donc bon, l'ajustement linéaire, c'est acceptable. Mhm. Donc vous avez ici euh, dans la prédiction, l'erreur grade et l'erreur en fait que l'ajustement linéaire a commis en fait. Donc peut-être que quelqu'un pourrait obtenir en fait un ajustement qui va mieux fitter. Quelqu'un pourrait surajuster la donnée et aller vers un truc qui fera ça. Ça du overfitting, en fait. Donc, quand quelqu'un peut dire, OK, bon, avec ce que je vois, je prends une architecture qui fera un peu ça, qui fera un peu ça. Donc, un truc qui aura cette forme, après cette forme. Donc aller vers du non-linéaire, mais régulariser pour que ça ne overfit pas la donnée. Donc, après ici, pour exploiter, genre, les coefficients, en fait, et juste tracer une droite et faire une prédiction, en fait. Juste. Donc, globalement, dans ce notebook, en fait, il est question d'explorer la donnée, de faire le pré-traitement, en fait, vraiment aller disséquer, en fait, et avoir des hypothèses, en fait, sur les formes, en fait, qui peuvent servir à modéliser, en fait, et tout. Donc, après, vous avez beaucoup d'éléments, en fait, pour pouvoir aller à l'étape de modélisation. Donc, ici, il sera question de traiter, en fait, de la régression, en fait, linéaire. Donc, je vais encore faire du monting ici, en impératif. Donc, on va plus exécuter. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici au fur et à mesure qu'on évolue, en fait. Mhm. Donc ici, il y a cette daily backshare, en fait, qui était également dans le dossier, en fait. Vous avez la description des variables, dans soit peu. Donc, vous avez une variable qui est typiquement constituée de, voilà, la date, de la saison, de l'année, du mois.
Si il s'agit, voilà, de, de vacances ou pas, si c'est un jour de la semaine ou pas, ou si c'est un week-end. Voilà, beaucoup de paramètres qui sont à utiliser, en fait, pour pouvoir prédire, en fait, le nombre de ventanes, en fait, reconnaître pour les vélos, en fait. Donc, c'est typiquement les emprunts, en fait, de vélo. Donc, là aussi, voilà, les statistiques par rapport aux caractéristiques qui sont numériques. Voilà, visualiser aussi la distribution des données, en fait. Ça vous permet de savoir parfois quel type de manipulation et aussi identifier, par exemple, les valeurs aberrantes, en fait, et les enlever si nécessaire. Voilà, l'ensemble des variables numériques, en fait, analyser les distributions, en fait, et voir comment elles se comportent. Les variables catégorielles, en fait, les explorer et voir, en fait, le nombre de modalités, en fait, le nombre de classes. Aussi, ça peut vous donner, en fait, des idées par rapport à des regroupements que vous pouvez faire, en fait, pour voir améliorer les performances du modèle après développement et tout. Ah, c'est ça. Typiquement, le scatterplot qui vous donne une idée, en fait, de la forme et de la relation qui pourrait exister entre certaines variables et la variable d'intérêt qui vous intéresse. Donc, ça, vous pouvez avoir typiquement que ce soit difficile qu'une approximation linéaire soit efficace sur ces données ici, compte tenu du lien qui existe là. Donc, là aussi, vous avez genre, l'analyse des box plots de chaque euh, variable continue, en fait, toujours pour voir les valeurs aberrantes, les anomalies, la forme de distribution, comment vous pouvez faire du traitement et tout. Voilà. Donc, quand vous finissez d'explorer vos données, que voilà, vous jouez avec en fait l'état de traitement, l'état de modélisation, en fait, vous avez les caractéristiques d'une part et voilà la variable d'intérêt qui vous intéresse aussi d'autre part, en fait. Donc vous les mettez dans le X et le Y, le Y pour des valeurs prédites. Ici, on a juste affiché les 10 premiers, les caractéristiques des 10 premiers individus, les labels, les étiquettes qui y sont associées. Donc, pour faire l'entraînement, on a parlé de plusieurs méthodes de validation, en fait. Notamment, vous pouvez faire du hold-out, qui consiste à splitter la donnée entre une test, en fait, ou encore entre une val test, ou encore de la validation croisée. Donc ici, on a fait qu'on on a splitté, en fait, en utilisant la fonction train test split de scikit-learn pour pouvoir faire quoi? Avoir le volet train, l'échantillon, le instance, le instance, le y-train, le y-test. Donc c'est ça qui sera utilisé comme échantillon d'entraînement pour développer le modèle et après faire la validation sur l'échantillon test. Donc ça vous dit, votre échantillon d'entraînement contient environ 500 lignes, l'échantillon test 220 lignes. Donc typiquement ici, on a juste un botton modèle de régression linéaire simple, donc de scikit-learn. Voilà. Donc vous entraînez, donc là vous instanciez le modèle avec le nom du modèle et le fit avec le in-training, le in qui vous permet d'entraîner votre modèle et tout. Une fois entraîné, vous pouvez passer à l'étape d'évaluation. Donc, vous faites les prédictions sur l'échantillon de test. Donc là, vous pouvez voir en fait dans les prédictions et l'actuelle valeur en fait. Donc, vous avez par exemple 1896 en termes de prédiction. La valeur actuelle, c'est de 2048. Pour ça, vous permet d'avoir une idée de la qualité de votre modèle déjà de manière d'apprécier cela avant de passer à des métriques quantitatives pour les évaluer en fait. Mhm. Donc là, vous avez voilà, la visualisation de l'ajustement qui a été faite, en fait, justement entre la prédiction et les vraies valeurs. Donc, si le modèle était très performant, en fait, et c'était super, vous verrez que tout sera peut-être aligné sur la première bisectrice. Ouais, vous pouvez poser vos questions, si vous avez des questions.
Donc, les métriques qu'on a décrites dans le cours, quand il s'agit de régression linéaire, le MSE, le MSE, ou encore le coefficient de détermination R2 qui permet de voir euh, la part de la variance expliquée par les caractéristiques incluses dans le modèle, en fait, pour pouvoir modéliser la variable d'intérêt ici. Donc, ça, c'est le premier modèle qui a été estimé. Et on a dit, genre, peut-être la première hypothèse que vous aurez sur la forme ne sera pas bonne et ça ne va pas vous permettre d'avoir de meilleures performances. Mais c'est là où maintenant la phase expérimentale débute, où vous pouvez tester plusieurs modèles et aboutir sur celui qui vous permet d'avoir les bonnes performances sur le problème que vous êtes en train de résoudre. Donc ici, il s'agit du modèle Lasso en fait, où vous effectuez en fait vous imposez juste la régularisation en fait sur les paramètres du modèle en fait pour voir si ça ne permet pas. Donc il y a une régression lasso, il y a aussi la régression ridge en fait, ou encore élastique net. Donc ici on va essayer avec le lasso. Donc avec le lasso, vous avez un R2 de 0,60 et un RMS de 448. Par contre avec vous avez un RMS de 449, donc c'est légèrement un peu mieux. Avec, même si la différence n'est pas trop grande. Donc, après, vous pouvez ici, OK, bon, ça va pas marcher. Alors, c'est en fait avec une app de décision et voir ce que ça va donner. En fait, et donc, on peut voir les performances du modèle donc, c'est techniquement c'est pi comparé au premier modèle, en fait, avec les métriques qui sont Rust. C'est comme ça, vous comparez les différents modèles. Donc, maintenant, modèle ensemble, pour voir s'il y a un apport. Très bien. Donc, on verra que l'erreur effectuée ici est moindre, avec un erreur qui est beaucoup plus important. Donc, le modèle ensembliste, techniquement, il a mieux fité vos données comparé au modèle linéaire donc, vous pouvez aussi aller dire, OK, je vais essayer aussi les algos de boosting. Et voici, ça me permet de faire mieux en fait. Donc, vous avez ceci. Donc, ce qui est encore mieux que ce que le modèle de Random Forest vous a donné. Donc, après, on est allé sur des modèles juste, basiques, et on les a fit avec les paramètres par défaut. Tu peux te dire, OK, je pense que genre, ces modèles ont des paramètres, vous avez vu, le Grand Boosting Reverse, il avait les meilleures performances. Donc, je dis que je prends ce modèle-là et j'essaie maintenant de faire la recherche d'hyperparamètres pour optimiser les performances de mon modèle, en fait. Maintenant, dans l'étape où vous allez Grid Search, vous regardez les hyperparamètres du modèle. Et maintenant, vous faites quoi? Vous faites varier ces hyperparamètres et vous regardez si ça ne vous permet pas de faire quoi? D'améliorer en fait la modélisation que vous êtes en train d'effectuer. Donc, ici, on a utilisé Grid Search. On a défini plusieurs pas d'apprentissage en fait. Après, plusieurs estimateurs. Le nombre d'estimateurs, c'est typiquement le nombre d'arbres qu'on veut utiliser en fait durant l'optimisation en fait de notre algorithme de gradient boosting en fait. Donc, ici, on veut construire 50 arbres, 100 arbres ou 150. Donc, on va voir ce qui va permettre d'avoir notamment les bonnes performances. Donc, ici, vous êtes, typiquement, c'est, après l'algo de Research, il a identifié que, genre, les meilleurs paramètres sont ceux qu'on obtient euh, en utilisant, les meilleures performances sont obtenues lorsqu'on fait une combinaison d'hyperparamètres suivantes, un la ligne de 0,1 et sans estimateur, avec notamment une erreur qui est, je pense, 322 pour le ramasser. Similaire, je dis, bon, après, c'est le paramètre par défaut déjà. Résultat. Ici, un peu la description par rapport aux différents traitements en fait, qui peuvent être faits. Donc, ça, c'est lorsque vous voulez définir en fait des pipelines en fait. Là, les trucs sont faits de manière itérative en fait, mais vous pouvez dire, OK, je définis en fait un pipeline pour pouvoir prendre en compte tout ce que je suis en train de faire en fait. Et je mets tout en fait, euh, comment je traite en fait des variables catégorielles, je fais de one hot, les variables
comment, les transformations que je peux faire pour les couleurs numériques aussi, je les définis en fait, standard scalar. Donc, et l'indice en fait de ces variables dans la base de données, j'ai ça là. Donc, je vais définir numérique catégorique. Après, j'ai ma pipeline qui est là. Après, mon modèle. Et donc, je peux directement tout lancer. Donc, ça fait tout de manière automatique. Au lieu de traiter la donnée de manière séparée et estimer, en fait, la pipeline prend directement en charge le pré-traitement et l'étape de modélisation, en fait, et ça vous définit tous les paramètres. Et après, tac, après la pipeline, en fait. Donc, l'erreur, c'est pour ça. Donc, vous avez votre modèle. Quand vous avez votre modèle, vous pouvez, OK, je sauvegarde ce modèle. Si l'objectif est de le déployer après, donc vous sauvegardez sur mon modèle. Et quand vous construisez en fait après votre plateforme, votre site ou bien la vitrine de déploiement que vous voulez exploiter, vous pouvez déployer votre modèle après là-dedans. Donc, vous pouvez utiliser Python pour sauvegarder votre modèle. Vous pouvez encore utiliser euh, si l'écosystème est développé sur Python, sur TensorFlow, en fait, vous pouvez aussi utiliser les pour sauvegarder. Après, job libre pour en fait écrire le modèle en fait sauvegarder ou encore le charger après. Et donc, vous pouvez, si vous avez de nouvelles observations, maintenant tester en fait comment le modèle se comporte là-dessus en fait. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est un peu un process un peu global si vous êtes en train de faire du machine learning standard en fait avec les modèles développés sur scikit-learn. Maintenant, on va passer au notebook de classification. Mhm. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter à tout moment et Mhm. Là, on part avec la cette diabète qui permet juste de prédire un individu taux de diabète ou pas. Diabète ou pas en fait. Donc ça, c'est un point de classification. Vous avez ici un individu, euh, en fait, je pense que c'est pregnancies qui indique certainement en fait le mois dans lequel l'individu en fait en termes de grossesse, je pense. Euh, Plasma glucose, le taux de glucose en fait, diastolic blood pressure, triceps thickness, serum insulin, BMI, indice de masse corporelle, diabète prediction, diabète PWH âge et le statut en fait. Donc, les caractéristiques qu'on veut utiliser en fait pour prédire en fait quoi, l'état de diabète de l'individu en fait. Mhm. Donc ici, on a pris quoi? Les caractéristiques qui sont utilisées. Donc, on a le features, label, diabète. Donc, on a juste mis de côté les échantillons, les caractéristiques qui sont utilisées pour faire la prédiction de notre variable d'intérêt qu'on a mis dans le ligne grecque. On a présenté un peu quelques observations, en fait, pour les patients. On va pour analyser typiquement la distribution des variables. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a parfois des variables aberrantes. Donc, on aurait pu juste les supprimer en guise d'étape de pré-traitement et tout. Donc, toujours splitter la donnée pour pouvoir vraiment voir les capacités de génération de votre modèle sur l'échantillon de test. Voilà. Donc, il y a 10 000 observations dans l'échantillon d'entraînement et 4 500 pour l'échantillon de test. Donc, ici,
débuter avec un modèle très simple, le modèle de régression logistique, avec un solver linéaire, en fait. Pour les prédictions du modèle. Donc, on peut avoir quelques erreurs que le modèle a effectuées, en fait. Déjà, calculer les métriques pour voir. Donc, une accuracy de 78%, c'est mauvais. La matrice de confusion, en fait, dont on avait parlé, qui vous permet de voir, en fait. Donc, ça, c'est pas le rapport de classification plutôt. Donc là, vous avez la précision, le record, le F1 score, en fait, et en même temps, l'accuracy et le macro accuracy, le petit. Donc, les métriques ici va évaluer votre modèle. Donc, vous pouvez aussi calculer la précision et le recall et le F1 score de manière individuelle sans passer par le rapport de classification. Ici, la matrice de confusion, ça vous permet de voir où est-ce que le modèle a bien fait et dans quel cas il a mal fait en fait. Donc, vous avez su la, la, la diagonale en fait là. Vous avez 230, 2636 et 914 en fait. Ça, c'est généralement ce sont les bonnes classifications. Et sur les éléments off diagonale, en fait, vous avez les mauvaises classifications en fait. Donc, ça veut dire que quand vous allez vouloir améliorer votre modèle, c'est ces éléments-là que c'est là que vous devez agir en fait et voir comment améliorer en fait le potentiel de votre modèle. Si vous avez les probabilités en fait, renvoyez pas le modèle avec le predict proba. Donc, généralement, vous pouvez, généralement, quand le modèle vous envoie cette prédiction, c'est parce que il s'est basé sur un seuil de 0,5 pour faire la décision. Mais en fonction de votre donnée, en fait, le seuil peut ne pas être adéquat, en fait. Et peut-être un seuil de 0,3 ou 0,4 ou encore de 0,8 sera mieux, en fait, pour séparer les individus, en fait, et faire une bonne classification. Donc, parfois, on est appelé, en fait, à faire quoi? À faire du tuning, en fait, sur le seuil qui soit utilisé pour faire la classification. Donc, vous avez la courbe ROC ici, qui est aussi un indicateur par rapport à la capacité de prédiction de votre modèle. On peut avoir la valeur quantitative qui représente l'air, en fait, en dessous de cette courbe, tout ça. Très bien. Donc, toujours, vous pouvez aussi faire votre pipeline, en fait, et tout. Donc, vous voyez, OK. Maintenant, je vais essayer d'autres algorithmes et voir ce que ça me donne. Donc, comme je l'avais dit dans le cours, en fait, l'ensemble des modèles de machine learning, vous avez leur version régression et aussi classification. Donc, tout à l'heure, dans le notebook de régression, on avait vu Random Forest pour la régression. Maintenant, ici, c'est Random Forest pour la classification. Donc, on va voir les performances de ce modèle. Donc, on verra que la courbe ROC s'est nettement améliorée avec le modèle Random Forest. Si vous êtes avec le modèle de régression linéaire, de régression logistique, voilà, la forme. Mais pour le modèle de Random Forest, c'est beaucoup plus proche de 1, en fait, vous pouvez voir ici. Donc, typiquement, ça veut dire que ce modèle est mieux adapté pour faire la précision, pour faire sa prédiction, en fait, pour modéliser votre problème, en fait, comparé au modèle de régression logistique, ou juste la frontière de décision qu'elle construit linéaire. Donc, d'où encore l'intérêt des biais, en fait. Tu as encore des biais, ouais, des biais inductifs et tout. Donc, testez beaucoup de modèles. Parfois, vous mettrez vos données, vous dites ça, c'est plus adapté. Vous testez jusqu'à ce que vous avez le modèle qui vous permet d'aboutir aux performances. Donc là, si vous pouvez sauvegarder votre modèle et après faire l'entraînement sur de nouvelles données. Donc, lorsqu'il s'agit d'un problème de multiclassification, en fait, il y a aussi d'autres alternatives, en fait, typiquement la même chose, mais les modèles peuvent être tournés, en fait, sous format Monte-Based Rest
et trucs. Donc, il y a la 7.1 ici, qui est aussi multiclasse, 0, 1, 2. Donc, il y a 3 classes typiquement, si je me trompe pas. Voilà. Donc, vous avez les différentes classes, en fait. Adélie, Gento, Queenstrap et Penguin. Donc, ça, c'est un forme de classification multiclasse. Vous pouvez voir la présence de valeurs manquantes, identifier les individus. Ça, c'est l'indice des individus. Et supprimer, si vous voulez, ou les imputer par. Donc, si ça a été supprimé, trop. Vous avez ça. Donc, splitter vos données aussi. Donc, vous verrez ici que la différence ici, il y a un autre paramètre qui a été aussi ajouté. C'est du Stratify en fait, point loin. En fait, ce paramètre vous permet de faire quoi typiquement? De tenir compte en fait de la représentativité de chaque classe en fait dans votre base de données pour pouvoir splitter en fait. Si vous faites un splittage aléatoire en fait, en tenant compte de la distribution en fait, parce que la base de données est mal balancée en fait, unbalanced, vous pouvez vous retrouver à faire quoi? À ne peut-être avoir aucune observation d'une classe donnée en fait dans l'échantillon d'entraînement ou dans l'échantillon de test. Ce qui va fauter en fait les performances de votre modèle en fait en état de validation. Donc, toujours aussi euh, tenir compte de la distribution en fait de la variable qui vous intéresse, d'où l'exploration qui est généralement faite au départ. Et après ça, maintenant, voici, vous allez vous permettre de faire une stratification random totalement, où vous faites du stratify selon la variable à prédire. Mhm. Je peux poser une question. Ouais, oui, J'avais déjà une question par rapport à comment décider des proportions de train data et du data des set. tests. Ouais, Je pense que tu as déjà répondu à la question. ok. Maintenant, j'ai également une question qui se rapportait plus au niveau du random forest. En tout cas, Je, je, je ne te retrouve pas bien. ok, Allez. je disais plutôt que j'avais une préoccupation qui était liée au niveau des prédictions. Oui. Euh, Principalement, bon, lorsqu'on fait des prédictions, on essaie également de calculer les intervalles de confiance pour Mhm, avoir de ces prédictions. mhm, Dans certains cas, pour des modèles un peu plus complexes, différents de la régression linéaire simple, on utilise mhm. du bootstrap. Du bootstrapping, ouais, je suis. Maintenant, disons qu'on est dans un cas où malgré on utilise du bootstrap, mais il n'y a pas de convergence. Et Mhm, on essaie de revoir la base de données, de réduire la taille de la base de données. Et puis maintenant, la nouvelle base de données de test, on a également essayé de réduire la base de données sur laquelle on fait des prédictions, on a essayé de réduire la taille, mais toujours on n'a pas de convergence. mhm. Dans ce cas, qu'est-ce qui peut être à la cause de ces convergences? Et dans certains cas également, on obtient des valeurs manquantes au niveau des prédictions. Hum, hum. Bon, déjà, pour répondre à ta question, les valeurs manquantes au niveau des prédictions, c'est pas normal en fait. Et normalement, ça ne devrait pas se poser en fait. Parce que quand tu prends ta base de données, tu passes les caractéristiques, elle va toujours te retenir des prédictions. Tu vois ça. Donc, toutes les valeurs manquantes, si ça te fait ça, je ne sais pas, je ne saurais l'expliquer, mais non, c'est anormal en fait, que c'est pas possible normalement. D'accord. Parce que tu penses pas à développer ton modèle. C'est là-bas de ton modèle que tu renvoies les prédictions. Maintenant, si c'est que tu as en fait tronqué le modèle de telle sorte que, genre, parce que certaines conditions ne sont pas remplies, qu'elles ne te fassent pas de prédiction, ça c'est encore autre chose. Maintenant, tu parles du bootstrapping. L'intervalle que tu construis, est-ce que tu construis ça sur chaque prédiction ou sur les performances globales du modèle?
Oui, Tu me reçois? je construis les intervalles de confiance sur les prédictions. Ok, super, super. Donc ça marche. Donc, c'est comme si typiquement, tu faisais typiquement, ça peut ne pas converger à cause de beaucoup de choses. Si déjà ton modèle, en fait, le modèle que tu as construit, parce que le modèle que tu construis ne converge pas toujours. Même quand tu fais une estimation de modèle de régression linéaire ou de logistique, tout ce que tu veux, en fait, si genre, euh, l'ajustement n'est pas parfait, en fait, mais n'est pas vraiment adéquat, ton modèle ne va pas converger, en fait. Parce que ça se repose, ce sont des algorithmes itératifs parfois. Donc, si les conditions, en fait, ne sont pas respectées, ça peut ne pas converger. Mais si le nombre d'itérations définies est surpassé, l'algo, genre, va s'arrêter, ça ne va pas converger. Donc, ça, c'est que l'indicateur majeur, c'est que le modèle n'est pas adapté. Tu vois, n'est pas adapté. Donc, faire du bootstrapping, c'est une certaine manière de construire l'intervalle de confiance sur la prédiction. Parce que typiquement, tu vas me dire, tu vas faire bootstrapping, après tu vas utiliser euh, et construire un intervalle de confiance à 95% ou ce que tu veux, avec un seuil de confiance donné. Soit c'est ça, ou soit tu peux typiquement dire, si ça ne marche pas, tu peux dire, OK, je vais aller vers des modèles plus complexes. Typiquement, parce que c'est pas que la méthode du bootstrapping, en fait. Il y a aussi les méthodes conformales que tu peux utiliser aujourd'hui pour toujours construire un intervalle de confiance. Justement, là. Mais je peux avoir une idée de ces méthodes, puisque je suis OK, capable pour chercher avec les intervalles de confiance, quoi. Mhm, OK. Pour les intervalles de confiance, alors, typiquement, il y a soit c'est que tu construis un modèle qui est bayésien, qui te permet donc de faire quoi? De faire un échantillonnage en fait dans l'espace des paramètres, tu vois, et donc avoir plusieurs modèles en fin de compte avec différents paramètres. Ça, c'est différent du bootstrapping où tu échantillonnes plusieurs sous-échantillons dans ta donnée en fait et tu construis différents modèles pour pouvoir construire l'intervalle, tu vois. Mais avec les méthodes bayésiennes, c'est que typiquement, tu modélises une distribution sur les paramètres de ton modèle, en fait. Et alors, durant la phase d'inférence, tu fais quoi? Tu fais plusieurs échantillonnages de Monte-Carlo, par exemple, pour avoir plusieurs paramètres et différents modèles. Et tu fais la prédiction, tu construis ton intervalle avec. Ça, c'est la deuxième approche. Soit, c'est que maintenant, tu te bases sur les méthodes conformales, en fait. Les méthodes conformales, c'est que typiquement, tu as ta base de données. Au lieu de juste la splitter en train test, tu fais quoi? Tu fais train calibration et test, tu vois. Dans l'échantillon de calibration, on va te servir à faire quoi? À construire en fait l'intervalle de confiance que tu veux avoir sur tes prédictions après en fait, tu vois. Et ce qui est intéressant là, c'est que ce n'est pas utile, on peut aussi utiliser pour les problèmes de classification. Donc, c'est que tu utilises ton échantillon de calibration et tu fais quoi? Et tu détermines en fait quoi? Et tu détermines en fait peut-être un quantile en fait associé au niveau de confiance que tu supposes ou encore le taux de couverture que tu as fixé. Et tu construis en fait un quantile sur quoi, la distribution des résidus de ton modèle en fait, que tu prends en compte après en fait dans la construction de l'intervalle durant la phase de prédiction. Tu vois. Et donc ça, genre, tu n'as pas à être limité par les caractéristiques d'un modèle donné ou bien faire du bootstrapping, à échantillonner plusieurs parties de ta donnée. Mais juste utiliser l'échantillon de calibration pour pouvoir faire quoi? Ajuster en fait euh, l'adaptation que ton intervalle de confiance aura en fait sur chaque prédiction. Donc c'est des méthodes que tu peux utiliser pour construire. D'accord, je vois. Tu me reçois? Oui, oui, je vous reçois. Je pense que dans le meilleur des cas, le dernier que je peux utiliser, bon, reste à Ouais, voir ok. comment Ok. le mettre. Je pense que c'est très facile à implémenter. Euh, Juste, tu lis un peu, il y aura beaucoup de documentation. Il y a plusieurs librairies en Python, aussi sous R, je pense. En Python, il y a Punk, il y a Mappy, euh, il y a quoi d'autre? Il y a Tosh Conformal si tu es en train donc, il y a Malheureusement, plusieurs librairies. malheureusement, je travaille sur R sur le projet. Oui, bon, si R aussi, si tu auras les librairies. Je pense que je peux t'envoyer le nom des librairies en ligne si tu vas les exploiter. Il n'y a pas de souci. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Ok. Donc, on est là. On est là. On vous laisse lancer votre modèle de regression.
une petite classe. On a mis le nom d'opération 1000 ici, par exemple, pour résoudre ce problème de convergence qui peut se finir par moment. Donc, il y a 10 000 itérations ici, par exemple. Donc, il y a les prédictions et les vraies tabelles. Vous pouvez voir là où le modèle a fait des erreurs. Donc, typiquement, il y a, je pense, c'est techniquement ici, cette position. Voilà, le rapport de classification, les performances sont assez hautes, bonnes. On va avoir l'ensemble des métriques, la matrice de confusion, la diagonale domine. Voici la matrice de confusion visualisée. La courbe ROC maintenant pour chaque classe. Donc, il y a différentes couleurs ici. C'est très proche de 1. Voilà. 99%. Ici, vous avez le SVM, le modèle de SVM qui est fité. Pour voir si ça ne peut pas faire mieux. Voilà. Donc, 49 et l'accuracy a été améliorée. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez sauvegarder votre modèle sous format PyCall, après importer en fait et faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, pour rapidement tester en fait un problème de clustering aussi, typiquement. Euh, je vois, je importe ça rapidement. Ok, je dois fermer la session précédente. Mhm. Mhm, mhm. On va afficher des problèmes d'observation. Mhm. On on avait parlé, parmi les algos de clustering, on a parlé de la méthode PICE en fait, qui est une méthode de réduction de dimension en fait, qui vous permet de soit mieux visualiser vos données en fait dimension et imposer des biais en fait sur les formes ou encore faire de la réduction, faire de l'extraction des caractéristiques pour améliorer les performances de votre modèle en fait. Donc il y a beaucoup d'utilités. Donc, donc ça c'est la réduction de la donnée en typiquement en 2 dimensions et on affiche les observations des 10 premiers individus. Ici vous affichez en fait le scatterplot en fait sur les composantes principales qui ont été identifiées. D'accord. Et après, le clustering qui peut être affecté pour pouvoir faire du regroupement et créer des groupes. Donc, si vous n'avez pas, si, genre, vous vous rappelez, durant le cours, j'ai fait mention du fait que, genre, avec la gauche de clustering, en fait, il faut impérativement le plus adéquat et qui vous permet d'avoir un balance en termes de métriques, en fait, de silhouette. Donc, typiquement, vous pouvez aller sur 3 clusters ici, parce qu'après ça, genre, il n'y a plus une grande réduction, en fait, en termes de métriques, de silhouette. Donc, il y a la version K-Means Plus, en fait, qui est une autre version de, de l'algo K-Means standard qui utilise un algorithme d'optimisation plus avancé. Donc, vous avez les clusters qui sont formés, en fait. Vous pouvez faire de la visualisation, voir les clusters qui sont formés. Il y a le premier cluster qui est formé ici, le deuxième cluster, le troisième cluster. Voilà que bon, il y a une certaine démarcation entre les groupes, même s'il y a un petit bruit ici. Ça ne manque jamais, il n'y a pas de cluster parfait. Même quand les données ont les vraies étiquettes, en fait, vous verrez que le nuage, le point est généralement bruité parfois. Donc ici,
Je vais voir quelque chose ici. Alors, qui est utilisé? OK. Picture. OK. Donc, c'est pour vous montrer un truc. Si ça, la donnée en 2D a été utilisée, on va faire les clusters, typiquement. Et vous pouvez aussi voir ici, OK. Si c'est le cas, mais c'est en fait les clusters qui sont sortis. Ah ouais, avec les données retenues en 2D pour faciliter la visualisation. On n'a pas. Donc, on avait aussi parlé de clustering hiérarchique, en fait. On peut aussi tester rapidement en appelant cette euh, fonction, en fait, de la librairie scikit cluster qui vous permet aussi de. On peut aussi visualiser maintenant ici le cluster qui a été conçu. Voilà. C'est un peu différent. Maintenant, le truc, c'est que vous pouvez aussi construire le dendrogramme si vous voulez, en fait, et voir, en fait, la hiérarchie qui est dans la donnée, en fait, si c'était des données hiérarchiques et si cela vous intéresse. Donc, c'était un peu ça pour le clustering. Là, on a passé en revue un peu d'exploration, la régression, la classification du clustering. 21h41. Je sais pas si on peut se permettre de rapidement voir un modèle de deep learning rapidement. Mhm. Mhm. Là, c'est typiquement un modèle on va utiliser la librairie PyTorch en fait pour pouvoir faire l'estimation du modèle rapidement, pour pouvoir exploiter la donnée. Mhm. Très bien. On va aller voir le pingouin. Voilà. Continue, paf. Oui. C'est ça, son ici. Puis on va essayer de dupliquer ici, en fait. Mhm. Donc, voilà. Nous avons. Donc, ici, vous avez typiquement la base de données. Donc, ce qui avait été fait au départ préalable, c'est que je pense que ça, j'aimerais d'en faire un catastrophe, en fait. Lorsqu'on voulait multiplier la donnée, en fait, parce que les modèles de deep learning sont beaucoup plus gourmands en données. Je vais juste commenter pour continuer d'avant. Explorer une partie. Bien.
Après, installer PyTorch, en fait, si c'était pas là, vous pouvez voir quelle version de PyTorch est dans Collab par défaut. En fait, la version 3.26. Donc, sous la différence, lorsque vous êtes en train de faire du machine learning simple ou bien du deep learning, en fait, il y a parfois des formatages que vous devez faire sur la base de données que vous êtes en train d'exploiter, en fait, typiquement. Donc, il faut convertir votre base de données sous format Tensor, en fait, pour pouvoir exploiter la librairie PyTorch, en fait, ou encore TensorFlow, en fait. Donc, vous avez ça, et après, vous créez votre data loader qui vous permet de faire quoi? De charger votre donnée durant la phase d'entraînement sous format batch pour faire l'optimisation, en fait. Donc, soit vous avez fait du stochastic gradient descente, soit du gradient descente full, soit du mini batch, en fait. Donc, en fonction du batch que vous allez choisir, ça va définir le régime dans lequel vous pouvez vous situer. Vous pouvez choisir un batch size donné qui va vous permettre d'être dans du mini batch. Toute la base, toute l'échantillon de test d'entraînement peut être aussi, la taille de l'échantillon d'entraînement peut être choisie comme batch. Là, ça sera un full gradient descente. Donc, vous avez plusieurs choix. Après, vous allez définir votre architecture. Donc, ici, on a défini une architecture avec quoi? Avec deux couches et la couche de classification là. Donc, la première couche, en fait, ça, typiquement le nombre de variables de caractéristiques et le nombre de neurones, en fait, pour la couche cachée, en fait, en sortie. Et vous construisez votre réseau, vous définissez votre réseau. Vous pouvez voir un peu la forme, la structure. Là. 4, vous passez à 10 en termes de dimension, vous enrichissez la augmentation. Et après, vous revenez en fait dans l'espace de classification. Le code que vous allez écrire, un peu d'autres le code que vous allez écrire, notamment pour le volet entraînement, en fait, la donnée, définir l'optimiseur que vous voulez utiliser, euh, le modèle, la fonction de coût que vous voulez utiliser pour optimiser le réseau. En fait, comment vous accumulez la fonction coût, comment vous optimisez, vous faites la retropropagation de l'erreur pour pouvoir mettre à jour les paramètres, les loss backward optimizer steps. Ça vous permet de calculer l'erreur en fait durant une époque d'entraînement que vous affichez. État de validation où vous faites quoi? Vous faites la prédiction, vous calculez l'erreur, vous calculez les performances de classification du modèle et après en fait, vous plotez en fait ou encore vous affichez en fait les métriques en fait. Donc ici, on a défini un pas d'entraînement de 0,01, un optimiseur de Adam, genre, vous avez initialisé en fait ici. Et maintenant, vous définissez en fait ces listes qui vont accumuler, dans lesquelles vous allez stocker en fait euh, les erreurs en fait et les métriques que vous calculez au cours de la phase d'entraînement. Donc, une fois que vous avez initialisé, vous avez débuté l'entraînement. Vous lancez, vous avez les époques, les performances, comment le modèle, les performances du modèle qui évolue. En fait, voilà. On a défini comme une itération ici. Euh, 50 itérations, 50 époques. Voilà. Donc, les 50 époques, les modèles sont de. Donc, peut-être que si vous augmentez le nombre d'époques, en fait, vous allez pouvoir améliorer les performances. Si vous faites de l'augmentation de données, vous allez peut-être pouvoir augmenter les performances. Donc, il y a beaucoup de trucs. Si vous changez l'optimiseur, vous allez peut-être pouvoir augmenter les performances. Si vous changez le pas, learning rate, vous allez peut-être pouvoir augmenter les performances. Donc, il y a beaucoup de choses à optimiser quand vous rentrez en deep learning pour espérer améliorer les performances de votre modèle, en fait. Donc, typiquement, vous pouvez faire le monitoring maintenant, voir la courbe d'entraînement et la courbe de validation. Vous verrez que techniquement, il n'y a pas de overfitting parce que les deux courbes sont alignées.
Parfois, vous pouvez voir qu'il y a une très bonne performance sur la courbe d'entraînement et sur la courbe et les erreurs sur l'échantillon de variation sont très élevées. Donc, ça indique qu'il y a un overfitting en fait et il faut voir comment régler cela. Et parfois, on passe à de la régularisation, à de l'ajout de couches de drop-out et voilà, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Après, vous pouvez voir les poids de votre modèle, également évaluer les performances de votre modèle de deep learning, voir comment ça fonctionne, sauvegarder votre modèle. Donc, avec les modèles construits avec PyTorch, c'est sous format PT. Bon, c'est ce modèle sauvegardé que vous pouvez charger après et déployer dans une plateforme ou un site web et l'interroger à distance. Donc, dans ce notebook, on a juste rapidement exploré en fait comment vous pouvez construire en fait des modèles de deep learning en fait. Ça peut être une tâche de régression ou encore une tâche de classification. Donc, vous allez juste ajuster en fait la structure du réseau que vous définissez et vous entraînez votre modèle par la suite. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous voulez aussi les notebooks, je pense que je peux les partager avec vous. C'est super bien commenté, bien décrit. Donc, vous pouvez, voilà, vous baser là-dessus et apprendre aussi, pratiquer en fait. Aussi, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. En fait, voilà, ça peut être du début de cours jusqu'à là, ou voilà. S'il y a des parties qui n'étaient pas nettes, vous pouvez poser vos questions et tout. Aussi, voilà, il y a le groupe qui est là. Vous avez des préoccupations, en fait, par rapport à des questions spécifiques, même après le cours. Je suis variable. Vous pouvez me contacter, me laisser mettre là. On va en discuter. On va en discuter. Donc, c'était un peu ce que j'ai prévu pour la dernière séance. Vous donner un aperçu, en fait, de comment ça se fait de manière concrète, en fait, quand on laisse le vrai théorique explication, comment vous construisez les modèles, en fait, et tout, les étapes qui entrent en compte et tout, globalement. Donc, merci pour votre présence. J'espère que, voilà, vous avez aimé le cours et que vous avez un temps un peu appris. Et voilà, on verra certainement à la prochaine. Si personne n'a des questions, bien sûr.